Dans le grand buffet, qui est situé au revers de la nef occidentale de Saint-Méry, les facteurs François et Jean de Hémon placèrent en 1647 un instrument à 4 claviers. Cet instrument fut restauré et amélioré par les plus grands facteurs d'orgue du temps de Louis XIV, c'est-à-dire Étienne Enoch, François Ducastel et Pierre Baillon. Il eut pour organiste le fameux Nicolas Lebègue, qui deviendra organiste de la chapelle de Versailles. Au XVIIIe siècle, l'instrument était restauré par Nicolas Collard et à la fin de ce XVIIIe siècle par le célèbre François-Henri Clicquot. Au XIXe siècle, il y avait ici pour organiste un jeune artiste de 17 ans, Camille Saint-Saëns, et c'est sous sa direction que le grand facteur Aristide Cavaillé-Coll entreprit de moderniser et de restaurer l'orgue de Saint-Méry en le dotant d'un récit expressif. Au milieu du XXe siècle, entre 1943 et 1947, l'instrument fut restauré et agrandi sous la direction de mon maître André Marchal par le très célèbre facteur français Victor Gonzalez. Cet orgue est de traction mécanique, avec une machine Barker pour les accouplements entre les claviers. Il comporte 66 jeux. Le tirage de ceux-ci est électropneumatique. 4 claviers à la console, le clavier de grand orgue, celui de positif, le clavier de récit expressif, le clavier d'écho. Ces claviers ont une étendue de 56 notes. L'étendue du pédalier est de 32 notes. De part et d'autre de la pédale de la boîte expressive du récit se trouvent 2 combinaisons fixes, l'une pour appeler tous les pleins jeux de l'instrument et l'autre pour appeler le tutti général de cet orgue. Mais cet orgue est encore pourvu de 6 combinaisons générales libres, mécaniques, qui marchent par poussoir au pied ou domino en fronton et qui facilitent ici la registration de toutes les pièces de la littérature de l'orgue, ce que nous souhaiterions démontrer ce soir. En façade du magnifique buffet de 1647, nous admirons les montres de 16 pieds et de 8 pieds. Dans la terminologie de l'orgue ancien, l'on utilise ce mot de pied, le pied équivalent à 33 cm. Dans la montre de 16 pieds, le tuyau le plus grave représente donc à peu près 5 mètres de haut. Pour la montre de 8 pieds, le tuyau le plus grave compte à peu près 2,40 m à 2,50 m de haut. La montre de 8 pieds est encore appelée principale. Elle est représentée par une série de 56 tuyaux en étain ouverts. Voici la sonorité de ce jeu autour duquel se groupent tous les registres de l'orgue. Ces jeux de montre portent également le nom de principaux. On les construit non seulement en 8 pieds, c'est-à-dire avec le tuyau le plus grave de 2,40 m de haut, mais en 16 pieds, en 4 pieds et en 2 pieds. Voici l'ensemble de toutes les montres de l'orgue 16, 8, 4 et 2. Les jeux dits de bourdon comportent une teneur de plomb beaucoup plus forte.
Ils sont bouchés. La sonorité en est douce. Voici différents bourdons des claviers de l'ordre de Saint-Méry. Il nous est possible d'accoupler entre eux les claviers et d'appeler toute la famille des bourdons, depuis le 16 pieds jusqu'aux 2 pieds. Bourdon et flûte, 16, 8, 4 et 2. À côté de ces montres et de ces bourdons, le 19e siècle a inventé un tuyau dit de gambe ou de salitionnal, plus effilé, plus étroit, qui était mis dans un orgue de cette qualité pour tenter d'imiter peut-être les violons de l'orchestre. Voici cette gambe de 8 pieds seule. Mais Cavaillé-Coll construisait également des gambes de 4 pieds auxquelles il donnait le nom de dulciales. Voici gambes de 8 et de 4 pieds. Si l'on fait sonner à côté d'un jeu de 8 pieds, de gambes de 8 pieds, un tuyau légèrement désaccordé, nous entendrons donc 2 tuyaux par note, mais désaccordés l'un par rapport à l'autre, l'on aboutit à une combinaison très prisée des romantiques qui porte le nom de voix céleste. Si l'on ajoute au jeu de principaux des mutations collectives, des fournitures, on aboutit à un ensemble qui constitue le cœur de tout instrument classique et qui est dit l'ensemble des plein-jeux et des cymbales. Entendez par là des registres qui groupent de tout petits tuyaux placés les uns à côté des autres et qui donnent les harmoniques des sons fondamentaux. Cet orgue est doté de 5 plein-jeux que vous entendrez les uns après les autres, plein-jeux du pédalier, du grand orgue, du positif, du récit et du clavier d'écho, qui est le 4e clavier. Et puis, tous ces plein-jeux seront regroupés et accouplés ensemble pour donner ce que l'on appelle organum plenum, organo pleno, le grand plein-jeu de l'orgue.
Depuis le début du XVIIe siècle, les orgues françaises, à l'imitation des orgues flamandes, étaient dotés d'un jeu très spécial qui porte le nom de cornet. Entendez par là une combinaison qui groupe le son fondamental de 8 pieds, ses 2 octaves de 4 et de 2 pieds, au centre une rangée de 2 pieds 2 tiers, à laquelle on a donné le nom de nasard, et pour coiffer le tout, une dernière harmonique, la tierce. Ces 5 rangs sont soit groupés sur un seul registre, ou bien ils sont, comme l'on dit, décomposés, c'est-à-dire qu'on entendra les 5 rangs les uns après les autres. L'orgue de Saint-Méry comporte 5 cornets que vous entendrez comme vous avez entendu les 5 pleins jeux de l'orgue. Cornet de pédale, les 2 cornets du grand orgue, l'un composé et mis sur un seul registre et l'autre décomposé avec ses 5 rangs, puis le cornet de positif décomposé et le cornet d'écho. Voici les 5 cornets de l'orgue. À côté des jeux de principaux, des jeux d'imitation et des cornets, l'orgue français comporte des jeux dits d'anges. Le principal porte ce nom de trompette que l'on attribue à un jeu violent, éclatant, et qui donne toute sa puissance à l'instrument dans notre pays depuis la fin du XVe siècle. Chacun des grands claviers de cet orgue est doté de trompettes. Vous entendrez d'abord la trompette du grand orgue, puis la trompette du positif, celle enfin du récit. Ensuite, nous demanderons à l'organiste de faire entendre, à côté de ces trompettes de 8 pieds, leurs octaves inférieures dites de bombarde et leurs octaves supérieures dites de clairon. C'est ce que l'on appelle une batterie d'anges 16-8-4, existe ici à la pédale, au grand orgue et au récit.
un orgue d'une richesse semblable à celle de l'instrument de Saint-Méry, l'on peut registrer toute la littérature de l'instrument, littérature française et même littérature étrangère. C'est ce que nous voudrions prouver ici. Les organistes parisiens du XVIe siècle avaient coutume soit de reprendre les textes des motets qui étaient chantés par les maîtrises au chœur et de les transcrire pour leur instrument, soit déjà d'écrire des versets polyphoniques qui avaient une allure fuguée ou des versets qui prenaient déjà la forme du choral. Pierre Atteignan est cet imprimeur parisien qui publia en 1531 les premiers textes de la littérature d'orgue française. Voici 2 versets du Te Deum. L'un en appelle à toutes les forces de l'orgue, toute la vie accouplée, jeu de fond, jeu de principaux, jeu de mixture et jeu d'anche. L'autre, en revanche, établit un contraste entre le jeu de Cromorne, qui chante au positif, et le jeu de Cornet, qui se fait entendre au clavier de grand orgue. À la fin du XVIIe siècle, organiste de Saint-Gervais, François Couperin écrit 2 messes, l'une solennelle pour les paroisses et l'autre plus intime pour les couvents. Les Kyriés sont représentés par des versets fugués. Dans la messe du couvent, l'un de ces versets est écrit pour la trompette. Plus tard, Nicolas de Grigny, qui avait été à Saint-Méry l'élève et le remplaçant sans doute de Nicolas Lebègue, écrira un livre d'orgue. Dans celui-ci, nous trouvons à côté d'une messe des hymnes, ou plutôt des versets pour certaines grandes hymnes. Nicolas de Grigny connut donc ici l'orgue de Ducastel et de Bayon. Voici le début de l'Ave Maris Stella, c'est-à-dire un grand plein jeu où le thème du plein chant est confié à la taille, au ténor, à un jeu d'anche
au manuel, seuls des pleins jeux constituent le commentaire de ce cantus firmus grégorien. Quelques 35 ans plus tard, un jeune virtuose qui avait été présenté à la cour, à Louis XIV, et qui avait enchanté le vieux monarque par sa virtuosité, le fameux Daquin, qui deviendra organiste de Notre-Dame de Paris, publiera un livre de Noël varié. Il y avait une telle foule qu'il se pressait dans les églises pour entendre ce fameux organiste improviser des versets sur ces Noëls que la police parfois a dû intervenir. De l'un de ces Noëls, nous entendrons la présentation, quelques éléments de versets et la conclusion sur l'ensemble de l'orgue. Il est trop facile de dire que sur un ordre de conception classique qui a été revu au XIXe siècle, on ne peut pas jouer de la musique de type romantique. César Franck chante aussi bien sur l'orgue de Saint-Méry que Couperin et Nicolas de Grigny. Ce qu'il faut simplement, c'est de savoir le jouer. Dans le premier choral, c'est-à-dire la première de ces 3 pages que César Franck écrivait en 1890, quelques 8 mois avant de quitter ses claviers de Sainte-Clotilde, dans la présentation même de ce premier choral en mi majeur, André Marchal s'efforce de mettre en valeur 3 plans. Un premier plan au grand orgue groupe tous les jeux de fond de l'instrument. Répond à ce grand orgue le récit avec ses propres jeux de fond. Mais ici, le récit est expressif. On peut le prendre fermé, on peut le prendre ouvert. Une boîte qui est maniée par le pied droit permet de rendre plus nuancée la réponse qui est faite au récit, aux questions qui sont posées par le clavier de grand orgue. Enfin, un 3e plan interviendra sur lequel vient se greffer à proprement parler le choral, c'est le plan de la voix céleste.
dans une page de tendre sérénité qui est insérée dans ce recueil qu'il intitule Pièces en style libre, Louis Vierne, qui me fit un jour le grand honneur de venir jouer cet orgue de Saint-Méry et qui était organiste de Notre-Dame de Paris, écrit une berceuse dans laquelle on entendra, outre la voix céleste, la flûte de 8 du grand orgue. Comme Vierne, dont nous venons d'entendre quelques extraits de la berceuse, Charles Tournemire fut élève de César Franck. Il fut l'un de ses successeurs à la tribune de la basilique de Sainte-Clotilde. Entre 1928 et 1932, il écrivit sa grande œuvre sous la forme de 51 dimanches intitulée L'orgue mystique. Voici des extraits de la fantaisie qui vient clore l'office de l'Épiphanie. Au premier rang de ceux qui peuvent se réclamer de la tradition de Charles Tournemire après la Première Guerre mondiale se distingue le jeune et merveilleux poète qui est Jean Alain. Nous avons choisi de donner quelques extraits de son choral phrygien
dont le thème principal chantera sur la voix humaine du clavier d'écho de cet orgue. Mais l'orgue de Saint-Méry n'est pas seulement destiné à l'interprétation de la musique romantique et contemporaine. On y peut jouer toute la littérature de l'orgue et nous voudrions en donner quelques exemples. De Sweelinck, le chef incontesté de l'école de l'Europe du Nord, de l'école hollandaise, voici un choral varié, Ma jeune vie a une fin, dont je vais détailler la registration utilisée par l'organiste. Première variation, les principaux de 8 et 4 sur le grand orgue. Deuxième variation, au positif, le bourdon et le nasard. Troisième variation, au quatrième clavier dit clavier d'écho, la petite mixture formée par la cymbale. Quatrième variation, des fondus de 8, 4, 2, auxquels on ajoute le larigot, c'est-à-dire un petit nasard à l'octave supérieure. Cinquième variation, à la combinaison qu'on vient d'entendre, on ajoute le plein jeu du grand orgue. La sixième variation et dernière répète sur le clavier d'écho le thème qui avait été entendu au début. Il sera chanté par la flûte à fuseau de Victor González. De Frescobaldi, l'organiste de Saint-Pierre de Rome, au premier tiers du XVIIe siècle, voici quelques mesures d'une toccata émouvante écrite pour l'élévation de la messe. Ces mesures sont données au clavier de récit sur le principal qui rappelle les principaux italiens auxquels on ajoute la céleste.
L'ordre italien était un grand positif basé sur des principaux de 8, 4, 2, 1 pied. L'orgue espagnol, au contraire, avec ses 2 ou 3 claviers, fait chanter toute une série de jeux de fond, de plein jeu et d'anches. Ces anches sont éclatantes. Certaines même sont placées perpendiculairement au buffet, à l'extérieur du buffet. On les appelle des anches en chamade. Et tous les organistes espagnols de la fin du XVIIe siècle s'amusent à faire chanter ces anches, tel ce Cabanilles, qui était organiste de la cathédrale de Valence, qui écrit de très nombreuses pièces pour orgue, dont ce tiento en si bémol, dans lequel on entendra toutes les anges de l'orgue de Saint-Méry. Autre romantique, celui-là, mais dans le nord de l'Europe, à la Marienkirche de Lübeck, Dietrich Buxtehude, que Bach allait entendre en 1705. De cet organiste, le début de la petite fugue en ut majeur sur les principaux et la cymbale du récit pour le début. Dans ce disque, nous voudrions laisser la dernière place à Jean-Sébastien Bach. Il nous apparaît comme le père de tous les organistes, le maître de l'orgue. Il nous faut pourtant rendre hommage à l'un de ses disciples, un disciple spirituel, celui qui a hérité de sa pensée au début du XIXe siècle, ce Félix Mendelssohn, qui écrivait des chorales dans son œuvre vocale, dans son œuvre symphonique, dans son œuvre d'orgue comme dans son œuvre de piano. Voici le début de l'allegretto de la 4e sonate pour orgue de Mendelssohn. Il fera chanter sur cet instrument l'un des plus vieux registres de l'orgue de Saint-Méry, le hautbois du clavier d'écho. Je pense que Mendelssohn, qui a lu presque tous les chorales de Jean-Sébastien Bach, s'est arrêté en particulier sur l'un des textes les plus émouvants qu'est signé le jeune organiste de Weimar. Quand nous sommes dans une grande détresse, il s'agit là de l'un de ses plus beaux chorales ornés qui sera joué sur le cornet décomposé du clavier de Gantorg.